thématique du jour, l'ancrage et votre moi supérieur, une autre façon d'arriver à l'éveil. Notre invitée du jour, notre conférencière invitée, Nathalie Ogo. Nathalie est une ancienne cartésienne, ingénieure du milieu pharmaceutique, qui est devenue une personne très intuitive et qui travaille maintenant dans le partage des connaissances pour l'ouverture de la conscience. Elle allie la spiritualité à la matière, rendant tous les concepts spirituels concrets en proposant des exercices simples et pratiques. Nathalie a plusieurs cordes à son arc, par exemple naturopathie, programmation neurolinguistique, PNL, constellation familiale, soins par mouvement oculaire, géobiologie, réharmonisation énergétique avec l'antenne de Letcher, feng shui, reprogrammation d'ADN, réflexologie plantaire, base de médecine chinoise et techniques de soins bonnes, ancien bouddhisme tibétain. Cela lui permet de comprendre l'ensemble de ce qu'est l'humain. Nathalie partage et transmet ses connaissances et expériences de terrain en thérapie individuelle, en coaching et sous forme d'ateliers ou de conférences. La mission dont elle se sent investie est d'enseigner aux personnes qui s'adressent à elle comment retrouver leur harmonie intérieure et augmenter leur niveau de conscience, car elle rêve d'un monde peuplé d'êtres conscients et joyeux. Donc, comme vous pouvez le remarquer, c'est une mission qui rencontre bien la mission de Conversation Papillon. Donc, c'est avec un grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui Nathalie Ogo. Nathalie, je vais te demander de te manifester, d'activer micro et webcam. Voici notre conférencière du jour. Bonjour Nathalie. Bonjour. Alors, il y a déjà plusieurs personnes dans la salle qui ont très hâte d'entendre ce que tu as à nous dire sur l'ancrage. Donc, ce sera un plaisir de t'écouter. Sur ce, je te laisse la parole pour la prochaine heure. D'accord. Bonne rencontre. Merci. Donc bonjour tout le monde. Certains d'entre vous me connaissent, d'autres je suis un peu nouvelle pour eux dans leur monde. Donc Pierre a fait un beau résumé de ce que je fais et de ce que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui j'aimerais vous présenter un petit peu pourquoi l'ancrage est rentré dans ma vie et comment j'ai fait le lien entre l'ancrage et le moi supérieur. Donc, je vais vous parler de ma vie pour que vous réalisiez ce que c'est un humain normal et que vous et moi, on est tous normaux et que finalement, on est capable d'accéder à des états modifiés de conscience pour se connecter à quelque chose qui est vraiment très beau. Et aussi, je vous indique que je vais répondre aux questions. On s'est laissé 15 à 30 minutes avec Pierre à la fin de la présentation pour prendre vos questions et j'y répondrai avec plaisir. Alors, je vais un petit peu vous parler de ma vie pour que vous puissiez un peu saisir qu'est-ce qui emmène et pourquoi on voit le moi supérieur, pourquoi l'enracinement, tout ça. Donc je vais vous raconter. D'abord, j'ai l'air toute calme, toute douce. C'est un grand travail que j'ai fait sur moi. À l'enfance, j'étais un enfant hyper colérique et vraiment hyper colérique. Incapacité de me contrôler, que ce soit à l'école, à la maison. À partir du moment où il y avait une frustration, je m'étais juste en colère. Je pouvais tout casser. J'arrivais pas à me contrôler. C'était quelque chose de tellement fort. Une puissance qui me poussait de l'intérieur et puis qui voulait juste tout détruire. Donc j'avais trop de feu. Je suis un signe de feu aussi. Et aussi j'ai trop d'eau au niveau astrologie chinoise. Et ça crée énormément d'émotions. Donc ça a été tout un challenge pour moi de gérer ces émotions à l'enfance. Et j'ai été élevée en utilisant beaucoup le mental. Alors après, en plus de mes émotions, j'ai eu tout l'aspect mental. Alors, toutes ces pensées, je me coupe de ce que je suis et je fais juste calculer mentalement. Ça m'emmène à faire des études en sciences, devenir ingénieur, puis travailler sans émotion, sans rien. Donc je reviens de loin. Mais quand je dis sans émotion, entre guillemets, genre pas de faiblesse émotive, vous voyez? On est formé pour être dur. Enfin, en tout cas, j'ai fait mon éducation en France, puis j'ai trouvé ça un petit peu difficile à l'école. Donc on devient un petit peu agressif. L'école, et puis pas juste la primaire, là, je vous parle de tout le cursus scolaire. Donc je me retrouve voilà, ingénieure, puis je m'intéresse à la naturopathie en effet, puis il se passe plein de choses. Et à un moment, je m'en rappelle, je travaille donc dans une entreprise
allemande au Québec, une multinationale, et puis j'ai une pression sur le dos énorme. Et je dois à tout prix faire signer un document parce qu'on doit faire des tests dans la matinée pour que l'après-midi, les machines soient relâchées, qu'on puisse repartir à la production. J'ai vraiment, il y a tout ce qui est production, je vous dis, dans l'industrie, on peut pas ralentir la production parce qu'on ralentit le chiffre d'affaires. Il y a des problèmes avec les actionnaires et tout ça. Donc, on joue pas avec la production. Et on nous met une pression pas possible pour pouvoir aller très très vite. Donc, moi, je suis juste dans le domaine technique. Je dois faire confirmer tous mes tests par l'assurance qualité. Un monsieur que j'adorais, enfin, qui était très gentil, bien correct. Et il me dit non, je ne signe pas. Et là, le feu de cette enfance-là a remonté. Je vous dis, même au travail, c'était vraiment ingérable. Je le regarde, je lui dis, tu as dit non. Puis là, je sens une haine qui monte et qui sort par mes yeux, il me regarde. Et je me suis retenue, mais j'ai eu beaucoup de mal à contrôler cette émotion-là. J'ai pris mon document, je suis retournée dans mon bureau, mais c'est des bureaux à air ouverte avec des cubicules. Donc il y avait tous mes collègues à côté. J'ai tout jeté par terre, contre le mur, j'ai tout viré ce qu'il y avait sur le bureau. Mais j'étais vraiment dans une rage folle. Je me suis assise par terre et je me suis mise à pleurer. Pour vous dire d'où je viens, de ne même pas être capable de me contrôler euh, sur le milieu du travail. Et aujourd'hui, la plupart des gens me disent oh mais qu'est-ce que t'es calme, qu'est-ce que t'es en paix. Donc voilà un petit peu le chemin. Alors ça c'est le début du chemin. Et puis à ce moment-là, c'est vrai que je prenais des cours de naturopathie. Et puis après, j'ai pris des cours de PNL, qui faisait partie du cursus de naturopathie. Et je me suis dit, bah, je peux pas rester comme ça. Donc j'ai travaillé avec la PNL, programmation neurolinguistique, et l'hypnose pour apprendre à gérer mes émotions. Ça m'a aidé un petit peu. Mais finalement, je vous assure que c'est tellement fort, cette force, que j'ai pas réussi à gérer tout ça seulement avec la PNL et l'hypnose, mais ça a vraiment calmé. Et la méditation aussi. Avec la méditation, la respiration, j'ai commencé à me calmer. Mais n'empêche que dès qu'on appuyait sur un bouton, moi je virais rouge et puis c'était parti. Hein. En fait, le bouton c'était non. Donc c'est difficile de travailler hein, si on n'accepte pas le non. Donc finalement, ce qui m'a enseigné le plus, c'est la vie. Et qu'est-ce qui est dans ma vie qui m'a enseigné le plus à gérer ce feu et à aller en profondeur à l'intérieur de moi? C'est donc la vie, c'est l'ombre. Et j'étais loin d'être spirituelle, je m'intéressais quand même à la santé, à des thérapies naturelles pour la santé. Mais tout ce qui était spiritualité, Dieu, pour moi c'était associé à la religion à l'époque. Et puis c'était un petit peu ringard à cette époque-là. Et là automatiquement, j'avais pas mis ça, pour moi c'était juste hypnose, cerveau, neurosciences et tout ça. Ça c'était bien par contre. Et puis finalement, bah, quand vous êtes dans une maison et puis qu'il y a des phénomènes paranormaux, bah, vous essayez de trouver des solutions avec votre mental. Donc, puis vous essayez de trouver des gens compétents dans ce domaine-là. Et vous ne trouvez pas. Donc finalement, vous faites un travail profond sur vous parce que vous remettez tout en question. Tout ce que vous saviez, ça ne marche plus. Tout ce que vous pensiez, ça ne marche plus. À chaque fois que j'avais un problème, je trouvais toujours une solution. Et cette fois-ci, j'ai pas trouvé de solution pendant 1 an, 2 ans. Et après 2 ans, enfin 1 an, puis la deuxième année, j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres types de solutions. Et là, c'est là où j'ai rencontré une personne qui m'a parlé d'enracinement. Elle m'a dit, tu n'es pas enraciné, tu n'habites pas ton corps, tu ne rayonnes pas ta lumière. Donc il m'a appris ça. Et il m'a dit, il faut que tu retrouves ton pouvoir. Ok. Et en fait, le pouvoir, c'est d'arrêter de croire juste en la matière, puis d'arrêter euh, d'être comme j'étais à tout le fonctionnement que j'avais. Et puis de me reconnecter à l'amour de moi. Donc ce qui était bien, c'est que quand vous êtes dans un état vibratoire, vous attirez ce que vous êtes. Donc quand j'étais en colère, j'attirais automatiquement des forces qui avaient beaucoup de colère. Je me retrouvais face à ma propre colère, même si elle paraissait extérieure. Donc, à force d'être tout le temps embêtée par la colère des autres, invisible, j'étais obligée de travailler sur moi
et de trouver vraiment comment arrêter cette colère. Et je l'ai fait par l'enracinement et avec un mélange de PNL au tout début, sans savoir vraiment ce qu'est l'amour de soi, parce que je comprenais pas ce que c'était. Je l'avais pas vécu. Je m'étais coupée de l'amour parce que j'ai été élevée d'une certaine façon où j'ai pas manqué d'amour. Là, mes parents étaient là. C'est des gens qui sont très chaleureux. C'est pas une question de ça, mais c'est une question de l'éducation, le système. Là où j'ai vécu, il faut pas être faible. Non, pas juste dans le milieu familial, je parle de la société où j'étais. Je vais pas vous raconter ma vie, mais il fallait être dur. Donc se couper, donc je me suis coupée. Donc juste pour ça. Donc là, ce que j'ai fait, c'est à partir de ça, ça a été un long chemin de travail sur moi et de savoir mais qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour et qu'est-ce que c'est que s'enraciner? Donc au début, pour moi, ce qu'on m'avait montré, m'enraciner, c'était je vais plonger des racines dans la terre. Et je vais aller chercher l'énergie de la terre et la faire monter en moi. Et puis en plus, je vais chercher l'énergie du ciel et je fais rentrer en moi. Tout ça, c'était schématique, je faisais l'exercice sans comprendre vraiment ce que je faisais. Et un jour, mais je sentais que ça marchait. Et là, je dis, oh, c'est marrant, ça crée un canal. Oh, ça crée quelque chose. Oh, du coup, je commence à retrouver un pouvoir sur la, la façon de pouvoir dire non, la façon de ne pas me faire approcher, la façon de pouvoir me protéger. Ça, je rentrerai pas en détail aujourd'hui dessus, c'est le thème du prochain webinaire. Et aujourd'hui, je vais vous parler en fait du moi supérieur, donc parce que suite à ça, toutes ces expériences-là, après j'ai pris beaucoup de cours de soins Bön tibétains pour justement changer mon niveau de conscience, pour changer mon ouverture, mon champ. Donc je viens d'un milieu fermé et là j'arrive dans un milieu tellement ouvert que, que c'est bien. Puis finalement, quand cette colère monte, parce qu'elle existe encore, on est tous des humains, donc on aura toujours nos émotions, on aura toujours nos pensées. Mais quand ça existe, c'est simple, il suffit juste pour moi de faire clac, ben, je fais pas ça là, mais je ferme les yeux et ça me prend quelques secondes et ça peut disparaître. Et j'adore. Mais ça marche avec aussi la peur, la tristesse, peu importe. Alors je vais vous expliquer un petit peu tout ça. C'est qu'en fait, ça, c'est la façon comment je me connecte au moi supérieur. Et je vais vous faire une petite expérience. Si vous voulez bien jouer avec moi. Je ne sais pas parce que le chat est fermé là, mais à mon avis, vous voulez bien jouer avec moi. Donc, je vais vous prouver que vous êtes déjà connecté à votre vous supérieur. On y va. Donc, je vais vous demander de vous mettre debout. Alors, je ne me mets pas debout parce que je voudrais que vous me voyez quand même, là, juste mon ventre. Vous allez vous mettre debout, vous posez bien vos pieds à plat. Alors, je vous laisse quelques secondes. Voilà, juste normal. Là, l'exercice est très très simple. Attention, ceux qui ont des problèmes de dos, là, le faites pas. C'est juste ça, parce on va faire des pivots au niveau du dos. Donc, vous connaissez votre corps. S'il y a des hernies, on ne fait pas cet exercice. Si vous êtes correct, c'est bon, on peut le faire. On y va? Donc, vous allez placer votre main devant vous, comme ça. Et vous allez tout simplement tourner. Vous allez voir jusqu'où vous êtes capable d'aller. Je vais essayer de rien renverser. Par exemple, moi, je vais me rendre, voilà, là, vous voyez après à la deuxième fleur jaune, tiens, voilà. Voilà. Donc, vous allez prendre un repère jusqu'où vous vous rendez. Je vous laisse quelques instants, vous revenez, vous avez pris votre repère. Nathalie, si tu permets, remonte un peu le micro vers ta bouche. Il y a des gens qui te demandent de parler un peu plus fort, alors peut-être ça devrait améliorer les Oui. choses. Ah Alors, oui, d'accord. Oui. je l'ai remonté, mais des fois, on fait comme, tu vois. Bon, Ouais. on va voir. OK, ça va pour l'instant. Oui, Merci. tu me diras s'il y a un truc à changer. Euh, Ceux qui m'ont mal entendu, juste l'idée, c'était de se mettre debout, de pointer le doigt et de tourner et de prendre le repère pour savoir jusqu'où vous êtes capable d'aller, sans bouger les hanches ni les pieds. Faites juste un twist comme ça, ok? Vous pouvez bouger un peu les hanches, là, c'est pas... Juste avoir un repère. Maintenant, on va fermer les yeux. Vous restez debout. Je vous invite à fermer les yeux, à vous connecter à vos pieds.
à prendre conscience de votre respiration. Juste prendre conscience. Je respire comment? Des petits souffles, des grands souffles, c'est pas important, je ne demande pas de changer de respiration, juste être conscient de votre respiration. Maintenant, je vais vous demander de respirer assez profondément pour que la cage thoracique s'ouvre un peu plus et que votre ventre gonfle. Et en même temps, vous allez poser une intention de prendre contact avec votre périnée. C'est comme un petit hamac. Et vous restez stable. Vous êtes juste calme, en paix. Et à chaque instant, dans ce silence et dans cette paix, vous êtes connecté avec votre vous supérieur. Vous allez réouvrir les yeux. Vous allez pointer du doigt, comme tout à l'heure, et vous allez refaire ce truc, et vous allez vérifier jusqu'où vous êtes capable d'aller maintenant. Donc, je ne peux pas voir vos commentaires, mais je le fais faire, c'est pas la première fois que je le fais faire, et 100% du temps, il y a une amélioration. Voilà, admettons, je vais dire 99%, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne témoignent pas. Puis il y a peut-être 1%, ça donne la même chose. Et sinon, la plupart du temps, les gens vont plus loin. Des fois, vont beaucoup plus loin. Des fois, certaines personnes voient même mieux. C'est comme... Donc finalement, si on reste dans le calme et le silence, on accède à quelque chose, une force supérieure à l'intérieur de nous. Voilà. C'était juste une petite démo pour vous montrer que ce que je fais, ce que j'ai vécu, tout le monde peut le faire et tout le monde peut le vivre. Ça m'a pris beaucoup de travail sur moi, beaucoup d'expérience, beaucoup de pratique et beaucoup et beaucoup. C'est sûr que si je veux devenir, par exemple, si je veux aller aux Jeux olympiques en karaté, ça me prend énormément d'entraînement. Vous comprenez? C'est que c'est pas le claquement de doigts, c'est pas magique. C'est un entraînement derrière. Ah bah dis donc, j'ai les commentaires. Merci Pierre. Ouais, voilà, c'est ça. Plus d'amplitude, plus loin, 50 centimètres plus loin. Donc c'est juste ça. Ça veut dire si vous êtes capable à l'intérieur de vous recentrer, de vous de vous réancrer à l'intérieur de votre corps et puis de trouver cette paix et ce calme, c'est garanti tout ce que vous allez faire, vous allez mieux le faire. J'avais fait un stage sur la respiration avec un monsieur que j'adore, de Pneumacor, et il disait où est ton souffle? D'où part ton souffle? D'où part ton souffle? Avant chaque chose, que tu fasses du sport, que tu ailles marcher, que tu parles, d'où part ton souffle? Où est ta présence? Et ça m'avait marqué. Je me suis dit, mais c'est vrai. Et dès que je voyais que j'étais trop dans ma tête, je me disais, d'où part mon souffle? Et hop, je retombais dans mon périnée et je me posais. Et là, hop, je faisais ce que j'avais à faire avec beaucoup plus d'aisance, plus de facilité. Il y a moins de tension finalement dans le corps. Voilà. Bon, on continue. Alors attendez. Je vais voir si je mets le PowerPoint tout de suite ou pas. Ah bah oui. Je vais vous placer le PowerPoint. Hop. Ah, merci Pierre. Donc, c'est un peu petit, mais je vais vous dire un peu ce que j'ai parlé des grandes lignes du processus d'éveil. C'est-à-dire, je m'incarne, euh, je m'incarne dans la matière. C'est-à-dire que la force que je suis à l'extérieur de la matière, dans un monde parallèle, dans un monde où le temps est différent, on va en parler après, vient se matérialiser sous une certaine forme. Là, c'est la forme humaine, parce qu'on se parle, on est tous des humains. Ça pourrait être une autre forme. Donc elle vient se matérialiser, c'est je m'incarne. Quand on est incarné, la plupart du temps, on est enraciné, on est ancré et on est centré. Je dis bien la plupart du temps parce que des fois, les âmes ont certains bagages et à l'incarnation, ils ramènent ce bagage-là et ça dépend
comment ils sont morts dans l'ancienne vie. Donc, admettons, on est ancré, mais avec le temps, ce qui se passe, c'est que avec l'éducation qu'on a, avec les frustrations, avec les difficultés, on se déracine. Je parle dans les pays occidentaux et des gens qui travaillent avec leur mental beaucoup. Donc c'est un peu ce qui nous arrive, hein, c'est ce qui m'est arrivé aussi. Donc il y a comme un déracinement, puis en fait toute mon énergie était concentrée au niveau de ma tête et le reste de mon corps n'était pas habité. Donc à partir de ce moment-là, ça laissait l'ouverture à plein de choses autres que moi. Et vu que je m'étais coupée de mon cœur, je peux vous dire que ça laissait beaucoup de choses. Et en même temps qu'on s'ancre, donc là il y a tout un processus pour pouvoir s'éveiller, pour pouvoir ramener cette conscience qu'on était. Avant de s'incarner, on était une conscience. Cette conscience crée de la matière et crée qu'il y a une fusion, hein, gamète, mâle, femelle, tout ça, machin. Hop, ça crée une force de vie dans la matière. Cette force de vie, elle est là, sauf c'est comme si on l'oublie, on se déconnecte, et là, en se réancrant et en se recentrant, on se reconnecte à cette force de vie-là. Donc pour moi, l'enracinement et l'ancrage, c'est en même temps que je m'ancre, en même temps je m'aligne. En même temps je m'ancre, et ça c'est je vais pas vous donner tous les détails de comment je m'ancre et je m'aligne, mais c'est vraiment ensemble. Si on n'a pas d'axe, on peut pas s'ancrer. Donc il y a un axe qui se place de plus en plus au centre, vertical, et en même temps ma densité de lumière commence à naître à l'intérieur de mes cellules. Arrive à un moment où on atteint des états de paix intérieure où en fait il n'y a plus de jugement. C'est comme si on changeait nos lunettes. C'est comme si on regardait pas avec les lunettes de nos mémoires, de nos blessures, mais il y a comme quelque chose qui s'ouvre naturellement et finalement on ne peut pas juger. On est dans la non-dualité, dans le non-jugement et évidemment dans un pardon inconditionnel, c'est juste de l'amour. Pour finaliser avec le je suis, c'est j'exprime pleinement le plein potentiel que je suis. Donc la non-matière et la matière sont syntonisées et il y a juste une seule vibration qui existe. Et arriver à un moment où il y a la désintégration du corps, parce qu'il n'y a plus besoin d'être dans la matière. C'est comme si cette force est si grande, elle peut se matérialiser comme un hologramme et se dématérialiser. Donc là, c'est la résurrection de Jésus. Mais avant d'arriver là, ça c'est ce que j'appelle l'éveil. Avant ça, c'est le pré-éveil. Donc tant qu'on est dans la matière et qu'on est bien tangible, j'ai l'impression qu'on apprend de plus en plus l'amour et la vibration de cet amour au travers de la matière. Voilà un petit peu ce que je pense des étapes de l'éveil. Et je vais vous mettre la prochaine diapo. Hop. Voilà. Ancrage et moi supérieur. Donc à gauche, j'ai mis une photo d'arbre pour représenter l'ancrage, parce que pour moi, un arbre, c'est ancré. C'est ancré, ça rayonne énormément. Ça peut être une pierre, hein. Ça aurait pu mettre une pierre, mais bon, vu que la plupart des gens ont associé l'arbre, c'est symbolique. Donc j'ai utilisé l'arbre, et puis à droite, j'ai mis Saint François d'Assise, qui est quand même pour moi une représentation de lumière quand même sur Terre. J'aurais pu mettre Jésus, j'aime beaucoup Jésus. Alors, condensation de la lumière. Donc ça veut dire, la différence, c'est quoi? L'ancrage, c'est le processus de condensation de cette lumière que vous êtes dans la matière. C'est un processus. Je m'ancre et je me centre, et à un moment, à force de faire ça, le rayonnement devient de plus en plus grand. Et c'est là où le moi supérieur commence à se manifester de plus en plus dans votre vie. C'est-à-dire que le contrôle de votre vie ne se fait plus par votre mental ou vos émotions, elle va se faire par le moi supérieur. Vous allez être guidé de plus en plus. Vous avez une présence et un rayonnement particulier, et au fur et à mesure, le chemin s'ouvre avec des belles synchronicités. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de défi, parce que tant que vous êtes incarné, vous portez des mémoires dans vos cellules, et parfois ces mémoires-là se manifestent, et vous devez passer ce défi-là. Donc ça peut être la peur, peu importe, enfin souvent c'est la peur là.
à la base de tout, là, même si c'est... Mais bon, il peut y avoir d'autres choses. Voilà. Je vais regarder si... Ok, je ne sais pas si je vous parle de ça tout de suite. Attendez, je vais vérifier. Oui, je vais vous parler de ça tout de suite. Ok. Donc, on va prendre... Je suis dans le temps physique. Je suis dans un temps physique, vous m'entendez, on sait l'heure qu'il est actuellement. Pour le Québec, il est 14h29. Pour l'Europe, il est 14h, enfin, il est 20h29. Pas 30 maintenant. Donc on a une notion du temps qui découle. D'accord? Le temps défile, ça c'est une évidence pour tout le monde. Et on a l'impression qu'on est au présent et que le temps se découle et puis que le futur n'existe pas encore puisqu'on est en train de le créer à chaque instant. Et d'ailleurs, on dit toujours, je crée mon futur avec les pensées que je vis aujourd'hui. C'est une façon de voir la vie et moi je vais vous en présenter une nouvelle. Encore là, ça m'appartient. C'est une expérience personnelle que je vous partage qui, de cette expérience personnelle, je pense 2-3 ans après, j'ai découvert un scientifique qui avait prouvé l'existence de ce que j'avais reçu comme info et vécu. Alors ce que j'avais vécu, tout simplement, c'était je fais ma petite marche afghane comme tous les jours, puis je sens une sorte de grande fatigue en moi, je m'assois sur le banc, mais c'est pas une fatigue parce que je suis fatiguée, c'est comme si il y a un monde qui se... C'est comme si le monde se divisait sous mes yeux et du coup j'ai du mal à rester dans mon corps. C'est une fatigue de je vais m'endormir mais je suis en train de marcher là, je suis oh là. Mais ça quand ça fait ça, je sais que ça veut dire qu'il y a un monde nouveau qui s'ouvre devant moi. À force de vivre plein de trucs bizarres là, je finis par découvrir qu'est-ce qui est quoi, quel genre de fatigue c'est. Je m'installe, je m'assois devant, puis là je regarde les fleurs, elles sont si belles et puis je fais juste rester tranquille. Attendez, je vais arrêter la présentation, je vous l'expliquerai après. Et j'ai les yeux ouverts, et là vraiment, je n'ai pas de clairvoyance. J'ai plus du clair ressenti, mais la clairvoyance, je vois pas. Moi, si vous me dites, oh, je vois les auras, je vois pas les auras du tout. Hein. Mais là, j'ai vu. Et là, j'ai fait, oh, c'est quoi? Enfin, c'était comme un être superposé au monde. Là, je voyais les fleurs, je voyais le monde 3D normal, et d'un seul coup, je vois un être apparaître devant moi, puis je dis, oh, bah, wow, c'était une dame âgée, comme un hologramme. Hein. Je voyais bien qu'elle n'est pas dans la matière. Puis qu'elle me parlait pas, elle parlait juste par télépathie, puis je la regarde. Je dis, mais je connais ses yeux. Je me marre parce que j'étais vraiment tellement naïve. Je dis, ah, oh, elle a des beaux yeux, mais quelle douceur. Et d'un coup, je fais, ah, mais merde, c'est mes yeux. Déjà, je suis surprise. Je fais, waouh. Ah, je dis, mais c'est toi, c'est moi. Là, je commence à lui parler. Elle me répond par télépathie. Là, toutes les questions que je lui posais, elle me disait, ceci n'est qu'un détail. Et là, vous connaissez ma colère et ma frustration. Je dis, ok. Ouais, mais là, je te comprends, là. C'est qu'un détail à ton niveau de conscience, à ton âge. Mais aujourd'hui, dans ma vie, maintenant, j'ai une problématique que je veux résoudre et aide-moi. Aide-moi à trouver la solution. Et elle me répond, tout ci n'est qu'un détail, silence. Donc après 3 fois, je me suis tue. Et d'un seul coup, elle fait comme c'est comme si elle me projetait quelque chose où elle me montre où elle est au moment même où elle me parle et avec des gens qui méditent et tout ça. C'était très beau dans la nature. Je dis, oh, ok. Et d'un seul coup, tout disparaît, hop, je redeviens normale, c'est-à-dire cette espèce de sensation de fatigue disparaît. Je me relève, je dis, oh, c'est marrant, hein, c'est vraiment bizarre. Et je rentre chez moi, mais je me dis, mais merde, le futur existe déjà. Et là, j'en ai perdu. Je vous assure, j'ai trouvé une chaise assez vite parce que je perdais mon sens de l'équilibre tellement que cette révélation venait bouleverser toutes mes croyances. Et vu que je l'ai vécu vraiment, que c'est pas un rêve, que c'était concret comme je vois mon ordinateur, c'était tellement clair que en plus j'hallucinais pas, j'étais normale, je venais juste de marcher. J'étais pas dans le monde du rêve, j'étais vraiment réveillée. Et du coup, c'est venu faire son petit bout de chemin. Et à un moment, je rencontre, enfin, je tombe par hasard sur un scientifique qui s'appelle Philippe Guillemant et qui parle que le futur existe déjà et que finalement, c'est pas le passé qui influence le présent, mais c'est le futur. Donc là, je vais vous remettre la petite diapo.
attendez. Tac. Voilà. Ah, super. Merci Pierre, j'ai l'impression que tu vas plus vite que moi. Alors, donc, là, ma petite diapo, c'est quoi? J'ai fait une ligne de temps, présent, futur. Et je vous parle que le futur vient influencer le présent. C'est parce que c'est comme si tout se déroule du futur et s'en va vers le passé. Mais en même temps, quand je suis connectée, là j'ai fait une petite lumière au-dessus du présent, j'ai fait un petit entonnoir avec une petite lumière. La petite lumière, c'est mon moi supérieur. Et c'est le vôtre. Il est là. Hein. Ce que je vous raconte, mon témoin, je suis juste un témoin, que je viens partager mes expériences. Mais ce que j'ai vécu, vous le vivez, mais vous n'êtes peut-être pas conscient de que vous le vivez. Donc le moi supérieur est là, il est dans un autre espace-temps. Dans ce temps-là, lui, son temps, par exemple, 1 minute, chez nous, ça va peut-être faire 10 ans. Je donne un exemple parce que j'ai pas les chiffres, mais c'est pas le même temps. Et lui, à cet endroit-là, c'est comme s'il a une vue globale, passé, présent, futur, mort, réincarnation, il a accès à tout. Et à partir du moment où lui, il sait déjà à l'avance, il sait le futur et il sait comment faire des rétroactions. Donc, il vient nous influencer pour soit nous amener dans le bon futur, parce que le problème, c'est qu'en tant qu'incarné, humain, on fait des choix avec notre mental et nos émotions. Tous. C'est pour ça que je vous ai parlé un petit peu de mon histoire pour vous dire, je suis une humaine, vous êtes des humains, et vous vivez tous, je suis sûre, à 100%, à un moment dans votre vie, des frustrations, des émotions, et des pensées récurrentes qui vous hantent. Il y en a même certains qui n'endorment pas. C'est évident, enfin, je veux dire, on mange tous, pas presque tous, et on va tous à la toilette. Donc, j'estime que ce que je vous raconte, on a tous des émotions et le mental. Donc, finalement, l'humain, il est vraiment bloqué avec son corps émotionnel et son corps mental, et va faire des actions, puis il va essayer de trouver des trucs. Alors que s'il s'arrête, il a accès au moi supérieur, il sait d'avance là où il doit se rendre. Alors, il y a l'histoire du choix. On va dire, oui, mais alors, ça veut dire que si je dois écouter mon moi supérieur, c'est pour ça que j'ai aucun choix pour créer ma vie. Je l'ai déjà expliqué déjà dans d'autres webinaires avec Conversation Papillon, à un certain moment de notre vie, plus le niveau de conscience s'augmente, moins on a de choix. C'est-à-dire moins on a de choix qui sont basés sur l'ego et l'humain. On se laisse guider. Voilà. Mais on fait quand même des choix. Je veux dire, je vais utiliser mon mental, je veux acheter, admettons, un ordinateur, j'ai besoin que mon ordinateur soit rapide, soit ceci, donc j'ai des critères et je vais faire des choix avec mon mental. De toute façon, les choix vont se placer et je vais avoir l'impression de faire un choix que j'ai besoin d'un ordinateur comme ça, avec telle caractéristique. Ça, c'est un choix. J'appelle ça le choix illusoire, parce que de toute façon, tout est prédéfini. Pourquoi? Parce que là, je vous ai pas fait les petits schémas, mais il y a plein de lignes quantiques. Si je choisis de passer, alors Philippe Guillemot, j'aime ça parce qu'il utilise la symbolique du GPS en disant, bah, tu es au point A, tu vas aller au point B, le GPS va te calculer un trajet, puis si tu prends pas ce trajet-là, tu vas faire des détours, puis il va recalculer à chaque instant ton trajet pour te ramener toujours au point B. Donc c'est un peu la même chose. C'est son exemple et il est très bien, c'est-à-dire que le point B est connu et on s'en va au point B, peu importe le chemin. Est-ce que je vais prendre un chemin de route avec des trous, plein de rocailles, est-ce que je vais, puis que j'ai pas de 4 roues motrices, ou j'ai un 4 roues motrices puis je suis correcte. Est-ce que je vais prendre un chemin où c'est tout tracé? Est-ce que je prends un chemin embouteillé où tout va être au ralenti? C'est là où le choix arrive. En fait, il va nous emmener sur une ligne quantique par rapport à nos peurs. Et il y a un chemin qui est direct là où il n'y a pas de peur. Donc si je me connecte, tout à l'heure on va faire un tout petit exercice. Si vous vous connectez à un moment à ce moi supérieur et vous lâchez prise et vous vous laissez guider, mais toujours en suivant, il y a toujours des actions. Je me laisse guider, mais je fais des actions. Il y a un élan qui part de l'intérieur. Quand je crée un PowerPoint ou quand je veux partager une information, j'ai un élan de vouloir partager. Donc je vais suivre mon élan et je passe à l'action. Mais si je sens que mon action part d'un endroit qui est part de la peur, parce que j'ai peur de quelque chose, je vais créer ça, je vois bien que je risque de prendre un chemin avec des trous
ça risque, ou des gros détours, et ça risque d'être un petit peu plus long ou avec beaucoup plus d'efforts. Voilà. Donc voilà pour l'histoire des lignes quantiques d'ouverture du temps. On ne s'est pas incarné au hasard, ça vous le savez, je pense. Et de toute façon, tout est prédéfini, ne vous en faites pas. Maintenant, je regarde le temps, j'essaye de rentrer dans le temps. Il y a une relation entre l'humain et le moi supérieur, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, ce dont je vous parlais. Et je voulais vous faire aussi une autre analogie, c'était si je prends un projecteur d'un cinéma qui va projeter un film sur une toile, ma toile est bien lisse, bien blanche, et puis je vois une scène qui arrive et des personnages et tout ça. Si je m'approche de l'écran et que je zoome, je vois juste des pixels de lumière. Vous êtes d'accord avec moi? Ça veut dire que là, ce qui est projeté d'un endroit qui est pas forcément dans la matière. Il y a un jeu qui se déroule et on est les acteurs du jeu. On est comme des pixels 3D. Mais tout ce qui a été prédéfini vient d'une conscience, vraiment une grande conscience, une grande intelligence, et qui joue le jeu de la matière pour expérimenter le jeu du film, de l'émotion, de la sensation, de l'odeur, et il le joue pas tout seul parce que sinon c'est triste, il peut pas s'observer. Donc l'œil sert à observer le monde comme si le monde était extérieur à moi pour que je puisse reconnaître à l'extérieur, chez l'autre, ce que je suis. J'espère que vous me suivez là, mais ce que je voulais vous dire, c'est ce qui est, ce qui précède la matière existe et existera. Et c'est ce qui précède la matière qui a créé la matière. Et à l'intérieur de notre corps physique, on a des filtres parce qu'on est dans un monde de chaud, froid et de dualité, de bien, de mal. On a des filtres parce que nos cellules se rappellent que bon bah si je mange pas pendant 3 mois, je vais finir par dépérir parce que si je bois pas, c'est pareil. Donc il y a des filtres de survie, il y a la guerre, il y a des souffrances qui sont emmagasinées dans ces cellules et on s'incarne. La lumière s'incarne dans un espèce de bouillon de mémoire. Donc c'est ça. Et c'est ce bouillon de mémoire, ce sont des filtres qui nous font réaliser que le monde est comme ça. Mais en fait, le monde n'est pas seulement ce que vous croyez voir ou ce que vous vivez. Vous l'interprétez de l'intérieur. Ouais. J'essaye de, je vous donne des détails, mais j'essaye de ne pas vous nourrir trop de détails pour pas vous confondre là, mais c'est un peu ça. Je vais juste aller voir. Donc je vous parle de tout ça. Pourquoi? Ça veut dire que si vous êtes capable de vous connecter à votre vous supérieur le plus souvent possible et que vous êtes capable de faire rayonner cette lumière qu'on a vue à l'extérieur, qui s'est incarnée, si vous êtes capable de la faire entrer dans ces cellules-là, qui sont remplies comme un bouillon de mémoire, et que cette lumière, par sa présence d'amour, dissout tout ça, commencez à rayonner de plus en plus et à être de moins en moins dans la peur et dans l'humain, disons, dans les limitations de l'humain, dans cette impuissance qu'on vit parfois quand on est malade ou quand on est triste. C'est vraiment une impuissance. On n'est vraiment rien, là. Je veux dire, la vie, elle tient à pas grand-chose, là. Et quand on est en santé, on s'en rend pas compte, là. C'est à partir du moment où on commence à être malade qu'on se dit, waouh, oh ouais, ok, je suis pas grand-chose quand je suis pas bien. Donc, je veux juste vous montrer que si vous ancrez cette lumière en vous, vous serez capable d'accéder à des choses de plus en plus grandes. Et arrêtez de vous en faire avec le futur, arrêtez de vous en faire avec vos peurs, parce qu'il y a quelque chose qui est déjà là et qui a déjà tout prévu, et les scénarios est déjà écrit. Donc juste cherchez à l'intérieur de vous ce qui vous donne de la joie, ce qui vous motive à passer à l'action. Et souvent, on n'arrive pas à passer à l'action parce que les peurs nous bloquent
Donc, il faut dépasser ça. Et donc, se connecter au moi supérieur, c'est se connecter à son intuition, à son guide intérieur. C'est trouver toujours le calme en soi malgré les tempêtes que traverse l'humain que vous êtes. Parce qu'il y en aura des tempêtes, il y en a eu, il y en aura. Donc, arrêtez de vous en faire parce que tout passe. Restez au centre, restez calme. Être connecté au moi supérieur, c'est aussi accéder à un amour infini, inconditionnel. Et quand on est connecté à ce moi supérieur, en fait, vous êtes connecté, mais quand on est en contact plus profond, là, il y a une sorte d'espace qui se crée dans le corps. Il y a une sorte de, c'est une liberté intérieure. Il y a un espace. C'est l'inverse de quand on est juste un humain limité. Il y a des contractions et il y a des résistances tout le temps. Puis il y a de la souffrance, puis c'est dur, puis je fais des efforts. Donc là, il y a le corps se contracte. Mais quand on est d'un seul coup, c'est peut-être pour ça aussi, parce que je me posais la question, pourquoi on arrive mieux? Le corps se décontracte et voilà. Et là, vous rayonnez votre être. Et plus vous pratiquez des exercices, on va en faire un ensemble, hein, plus vous pratiquez des exercices comme ça, plus vous rayonnez votre être. Et oui, il y a toujours des mémoires qui montent, et là vous vous réinstallez au milieu. Moi, quand ça arrive, là, je vous assure, ça m'arrive des émotions encore, ou des fois des pensées. Puis d'un seul coup, écoutez, je vous dis ça juste hier, je vivais, j'étais à fond dans mon montage, j'avais plein de documents à créer, j'en avais plein la tête, là. Puis je voyais bien que j'étais saturée. Je me suis juste allongée par terre, ma fille elle jouait à côté, et j'ai fermé les yeux, allongée sur le plancher. Et d'un seul coup, je me suis reconnectée, et fou, tout a disparu. Alors oui, ça paraît magique, parce que j'ai beaucoup d'entraînement. Et c'est là où je veux vous emmener en fait. Donc rayonner son être et être en contact aussi avec une foi profonde que ça existe. Je vous ai montré tout ça là, que la lumière, elle précède, puis qu'elle est là, puis que la matière en fait, elle est comme une illusion sur un écran, on est juste des pixels, puis qu'il ne faut pas se prendre au sérieux. J'ai essayé de vous montrer tout ça pour vous dire que finalement, gardez la foi, arrêtez de croire que tout est sérieux, arrêtez de croire que ça va, c'est la catastrophe, que vous allez vivre la catastrophe. Ça, ce sont des mémoires humaines. Et c'est vrai que si je suis juste en face d'un camion, je peux vous dire qu'il roule à 100 km/h, je vais avoir peur. Je, je suis quand même un humain. Voilà. Je regarde le temps. Je voulais vous expliquer un petit peu la différence entre l'humain et le moi supérieur, mais je pense que vous êtes capable de voir un petit peu la différence. Je vais passer un petit peu ça. Puis j'étais tombée sur une phrase qui m'a bien plu de Carl Jung. Ta vision ne deviendra claire que quand tu regarderas dans ton cœur. Tout à l'heure, je vous parlais de ma façon de l'œil qui perçoit le monde au travers des filtres. Si je regarde le monde en tant qu'humain séparé, ce que je vois, ce sont mes propres projections intérieures qui se manifestent à l'extérieur de moi, chez les humains, ou dans des situations. Si je me connecte à mon cœur et que je laisse la lumière me montrer sans le filtre, donc je peux ouvrir les yeux. Si je me reconnecte à ce cœur et à ce moi supérieur, quand j'ouvre les yeux, ce que je vois est complètement différent. Et à un moment, on est capable de voir la lumière chez l'autre, même quand l'autre fait les plus grandes atrocités. Ça demande beaucoup, beaucoup de travail sur le changement de perception et sur cette connexion. Quand je dis travail, c'est de la pratique, hein. Mais alors, il finit celui qui regarde à l'extérieur rêve. Donc celui qui regarde à l'extérieur, ça veut dire je porte mon regard sur le monde extérieur, je rêve. C'est le monde du rêve et je ne vois pas la réalité. Mais si je regarde à l'intérieur, je m'éveille et je vois la réalité. Je vous refais toute la phrase au complet. Ta vision ne deviendra claire que quand tu regarderas dans ton cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Pourquoi c'est bien? C'est parce que je vous amène à regarder à l'intérieur, de l'intérieur, avec le regard de la lumière. Et on dit c'est l'amour qui guérit, ben c'est l'amour
qui vient, non pas d'un amour humain, mais d'un amour de cette force qui précède la matière. Et si on est capable de se connecter à ça, alors oui, on est capable de faire des grands miracles, disons. Mais on reste des humains. Et parfois, on se connecte peut-être à 10%, peut-être à 20%. Voilà. Alors, je vais regarder la prochaine diapo. Ouais, ok. Attendez. Merci. Heureusement que Pierre est là. Oui, c'est celle-là. Alors, rappelez-vous, la lumière, alors là, je vous le rappelle, je viens de vous le dire, mais la lumière est toujours en vous. Elle est où? Elle est là où le silence et l'espace règnent. Le silence, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. On est juste parti se relaxer, se détendre, prendre conscience avec sa respiration, son souffle, son périnée. L'espace, à partir de là, l'espace, ça veut dire que les tensions dans le corps se relâchent et l'espace apparaît. Alors je vais vous emmener avec moi. Je pense à la prochaine, c'est on va faire un petit exercice ensemble. Peut-être, je peux vous dire, avant de faire l'exercice ensemble, je vais vous donner quand même des petites pistes de comment y arriver. Parce que j'ai expérimenté beaucoup de choses. Et puis, on va pouvoir arrêter la présentation. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment y arriver. Je vais vous les lister un peu. Je me suis fait une petite liste à côté. Alors, je ne l'ai pas mise parce que c'était trop petit, ça ne sert à rien. Donc, quand il arrive quelque chose, qu'est-ce que je peux faire? Je m'observe. Donc, observez-vous et choisissez de ne pas réagir. Prenez le temps. Attendre la connexion au moi supérieur. Refaites on va faire un petit exercice après. Donc, attendre cette connexion et ensuite agir. Ça, c'est une façon. Une deuxième façon, ne cesser de partir à partir du manque. Donc, si j'agis à partir du manque, je vais créer quelque chose. Mais c'est pas forcément la meilleure chose et le chemin quantique le plus simple. D'accord? Donc, suivez votre intuition. Et encore là, c'est j'attends avant d'agir. J'observe d'où je pars. Troisième chose, c'est pratiquer la pleine conscience. Donc ça, c'est très facile à trouver sur Internet. Qu'est-ce que la pleine conscience? Comment prendre le temps? Mais faites de la pleine conscience et tendez vers l'équanimité. L'équanimité, c'est de la pleine conscience, mais sans attente de résultat. C'est être, point. Je ne peux pas rentrer dans les détails, pareil. Équanimité, ça va être assez simple à trouver. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la respiration et la marche afghane. Donc, je suis instructrice de marche afghane parce que quand j'ai commencé la marche afghane, je vous assure que ça m'a amené des états de conscience que j'avais jamais vécu avant, de façon très simple. La marche afghane, c'est pas juste marcher ou faire de la performance en marche, c'est comment je respire. En fait, c'est de la respiration en marchant. Mais d'abord, c'est de la respiration. Donc, on travaille beaucoup sur la respiration. Puis, il y a plein de gens qui me disent, moi, je peux pas méditer, je peux pas, j'ai pas la patience, ça m'énerve, je pense à plein de choses. Ben, je vous dirais, faites de la marche afghane. Encore là, c'est quelque chose que j'enseigne, donc si ça vous intéresse. Diminuer l'activité cérébrale, ça c'est quelque chose que j'ai découvert l'année dernière, j'ai beaucoup aimé. Donc c'est travailler avec des ondes, enfin des états θ et le delta. Donc c'est des ondes avec des fréquences entre 0 et 4 Hz. Et quand on met donc c'est sonore, ça peut être visuel, c'est comme vous voulez, chacun sa préférence. Moi, je préfère sonore. Vous pouvez mettre, il y a des gens qui ont créé des choses comme ça. Et ça aide vraiment. Donc c'est les sons isochrones. Puis ça amène, ça relaxe un peu le mental, justement. Et plus le mental se relaxe, plus j'ai accès. En fait, le moi supérieur est là, mais il y a tellement de nuages, mental, émotion, mémoire et bidule, que on dirait qu'on n'arrive pas à le toucher. Mais il est là. Et quand je calme ma tête, donc pour ça, la méditation, ça marche. Marche afghane pour ceux qui n'arrivent pas à méditer. Et sinon, les sons.
entre les sons et la marche, pour moi, c'était plus efficace la marche. Mais quand je prends l'avion et que je peux pas dormir dans l'avion, quand j'ai un vol pour l'Europe, je me mets des sons, là, puis je vous assure, même si je dors pas, c'est comme si j'avais dormi, c'est top. Ça remplace pas le sommeil, c'est juste que c'est un outil qui est intéressant, que j'ai étudié et que j'ai vraiment pratiqué et j'ai aimé en complément du reste. L'auto-guérison avec un arbre aussi, ça c'est quelque chose qu'on peut faire. Ça c'est pareil, je l'enseigne en stage ou dans la formation en ligne d'enracinement. Et puis il y avait une autre technique, c'était ceci est comme un rêve. Je voulais vous faire comprendre que vous êtes dans le monde d'un rêve. C'est que vous êtes un hologramme 3D qui ressent, qui peut juger, qui peut ceci, qui peut cela. Et si vous prenez conscience que ceci est comme un rêve, ça veut dire que vous pouvez changer le rêve. Vous pouvez agir sur le rêve. Ça veut dire que rien n'est vraiment coulé dans le béton. Alors l'exercice de ceci est comme un rêve, je vais vous le présenter. C'est par exemple, je prendrai, tu sais, je m'installe, je fais le silence, tout ça, machin. Et quand je suis posée, je réouvre les yeux, puis je touche un objet. J'ai un objet dans la main, je le touche, puis je le regarde, mais je le sens là. Et je dis à mon cerveau, ceci est comme un rêve. Mais je suis dans un état de conscience quand je dis ça. Je le fais pas comme ça, vite fait. Ceci est comme un rêve, ça marche pas. Il faut vraiment que je sois posée. Ceci est comme un rêve. Et là, je reprogramme mon cerveau plusieurs fois par jour à réaliser que ceci est comme un rêve. Au début, je n'y croyais pas du tout. Ça, c'est une technique tibétaine. Ça s'appelle le yoga du rêve. On s'entraîne le jour, puis on s'entraîne la nuit. Et je me suis dit, oui, c'est ça. Je vais me faire croire que ceci est comme un rêve. Et finalement, je vous assure qu'après 2, 3 semaines, ben, j'avais vu que ceci est comme un rêve. Là, les pixels, les machins, je les ai vus. Et je ne savais pas encore que c'était comme des pixels. Pour vous dire que, ah bah oui, c'est un impact dans le cerveau. Euh, On peut aussi se connecter à un futur déjà réalisé. Pourquoi? Alors, je vous ai parlé aussi du futur qui existait déjà. Donc, si je me place à mon moi supérieur et que le futur existe déjà, je peux me connecter au futur déjà réalisé et revenir l'installer dans mon présent. Ça, c'est une autre technique. Après, j'ai d'autres techniques que je fais en salle, là, que j'enseigne, mais ça, je peux le faire juste en salle. Il y a il y a un truc que j'enseigne aussi, c'est vraiment le calme, le silence et l'ouverture. Ça aussi, mais ça, je l'enseigne partout, là, dans tous mes webinaires, dans toutes les méditations, genre, on le fait. Et puis il y a une petite méditation, enfin il y a plusieurs méditations que j'ai créées, puis j'en ai créé une pour vous spécialement ce matin. Donc je vais vous emmener là. Je regarde l'heure. Oui, Pierre, on est correct. Ça va être une petite méditation. Ok, vous êtes prêts. Alors je vous laisse le temps, installez-vous confortablement. Nathalie, avant de continuer, si tu permets, peut-être, parce qu'on entend des petits coups dans le micro, là, peut-être l'éloigner un peu de ta bouche, là, ça claque légèrement, là. Ouais, OK. Puis peut-être ça, essayer de parler légèrement plus fort avec le micro un peu plus loin, ça va. Je pense que ça devrait d'accord, aller. Merci. merci. Bon, bah là vous avez eu le temps de vous installer. Assis, c'est bien, allongé, c'est bien. Alors on va faire une série de 3 respirations. Ça va être inspire, pause, expire, pause. Faites comme vous pouvez. Et puis si c'est trop lent, faites à votre rythme. L'idée, c'est pas d'être essoufflé. Et ensuite, je vais vous guider. Alors, on y va. Alors, on inspire. Pause. Expire. Pause. Inspire. Pause. Expire. Pause. Inspire. Pause. Expire. Pause. Là, vous allez respirer normalement. Et vous allez vous détendre. Comme tout à l'heure,
Vous allez regarder où est votre souffle. Quand je respire, est-ce que ma cage thoracique bouge? Et je me détends. Est-ce que mon ventre bouge? Et je me détends. Est-ce que mon cou est tendu? Et je me détends. Est-ce que mes épaules sont tendues? Et je me détends. Vous allez maintenant imaginer une boule lumineuse, blanche, juste dans le hamac, dans le périnée. C'est le hamac qui supporte vos organes. Cette boule lumineuse est très légère. C'est comme une spirale qui tourne en forme de boule. C'est une énergie particulière, une énergie vivifiante. Mais en même temps une énergie apaisante. C'est une vitalité et une force tranquille. Et elle diffuse une lumière, elle part du périnée, et sa lumière va descendre le long de vos jambes, comme si s'allongeaient vos os, droite et gauche, les fémurs, les genoux, les tibias. On arrive au niveau des chevilles, et ça repart vers la voûte plantaire. Et ça s'en va vers la terre. Et vos pieds touchent le sol, mais le sol touche vos pieds. L'espace qui existe entre vos pieds et le sol devient un espace mutuel de présence. C'est comme si vos pieds fondaient vers le sol et comme si le sol entrait vers vos pieds. Et c'est un échange de lumière entre vous et la terre. Cette lumière est la même conscience qui existe en vous et dans la terre. Revenez prendre conscience de la boule au niveau du périnée. Et de cet endroit, remontez jusqu'au cœur, comme une ligne médiane qui traverse du périnée jusqu'au cœur.
et laissez la lumière entrer à l'intérieur de votre cœur. Et c'est comme si une deuxième boule de lumière commençait à tournoyer à l'intérieur de votre cœur. Cette boule de lumière amène du calme, de la paix, de la présence. Et en même temps que cette boule tourne, c'est comme si elle aspirait toutes vos pensées, toutes vos émotions. C'est comme si votre cerveau se déchargeait enfin dans cette boule de lumière qui vient transformer l'information et alléger, amener de la paix à l'intérieur de vous, vous ramener dans le silence. Et plus la boule existe, plus la paix s'installe, plus le calme est présent. Il ne vous sert à rien de vous agiter. Vous êtes à chaque instant en sécurité, connecté à cette lumière blanche. Vous êtes à chaque instant au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Vous êtes à chaque instant guidé. Et la lumière est déjà en vous. Et elle ne demande juste qu'à s'exprimer et à rayonner. Et là, vous allez prendre une grande inspiration et expirer. Donc c'était une petite expérience que vous pourrez refaire à la maison. C'est une des expériences. C'est comme une combinaison ancrage et lumière. Ancrage et lumière. C'est là où je voulais vous emmener. C'est que pour moi, c'est interrelié. C'est qu'on s'ancre, ça veut dire on ancre notre lumière dans la matière. Mais cette matière, c'est la même chose que ce qu'il y a sur la Terre. Donc enfin, au lieu de plonger juste des racines dans le sol, c'est que c'est un échange de cette lumière qui est partout à l'arrière-plan de la matière. Elle est là, elle est partout. Même dans quelque chose qui n'est pas beau, elle est là, elle est toujours là. Voilà. Et vous la trouvez seulement quand le silence existe et la paix intérieure. Je voulais vous emmener là. Puis je vais remettre un petit peu la slide juste pour vous dire un petit message. Merci. Donc pour ceux qui veulent aller vraiment plus loin dans la connexion au moi supérieur, dans l'ancrage ou dans la marche afghane, dans les respirations, je vais faire une petite tournée en France. Vous avez tous les détails sur mon site au www.natalieogo.com. Donc je ne vais pas en parler des tonnes et des tonnes, c'est juste pour vous dire que je vais être à Montréal, Paris, Grenoble, en Ardèche et à Toulouse dans très bientôt, je prends l'avion. Donc ceux qui veulent aller plus loin, je serai là, disponible pour vous accueillir. Et voilà. Et aussi, je serai là dans 2 semaines avec Conversation Papillon. Cette fois-ci, je vous parlerai de l'ancrage comme un rayonnement qui vous protège des forces néfastes ou des énergies néfastes qui nous paraissent évidemment à l'extérieur de nous. Et c'est un petit peu là, dans mon histoire ce qui m'était arrivé. Donc je vais vous parler un petit peu comment cet ancrage peut être utile dans certains moments difficiles.
pas forcément avec le milieu invisible, mais aussi dans le quotidien. On a des énergies partout. Les gens, les choses, peu importe, il y a toujours ça. Donc plus on est ancré, moins on est affecté par le milieu extérieur. On reste affecté, mais ce rayonnement vraiment vient contrebalancer les rayonnements extérieurs. Voilà, ben je vous remercie. Je suis là maintenant pour vos questions. Et je vais voir un peu. Merci Nathalie. Très intéressante conférence. Le chat est à nouveau ouvert, donc on vous invite à partager. On a déjà des questions qui nous ont été soumises en cours de webinaire. Je me permets de commencer par un commentaire de Catherine suite au premier exercice que tu nous as fait faire, Nathalie, celui où est-ce qu'on pointe le doigt à l'arrière. La grande majorité des gens ont dit oui, on peut aller plus loin. Quant à Karine, elle dit celui du doigt qui pointe vers l'arrière, Karine écrit qu'elle ne voyait aucune différence. Et elle demande est-ce que c'est bon signe tout de même? Oui, c'est quand même bon signe. C'est juste dire que est-ce que tu étais en paix à ce moment? Est-ce que vous étiez en paix à ce moment-là? Est-ce que vous avez réussi à vraiment à lâcher quelque chose à l'intérieur de vous ou est-ce que vous êtes encore dans un contrôle? Donc en fait, ça vous montre juste jusqu'où vous êtes capable de lâcher prise. Si vous le refaites, peut-être là vous y avez comme ok, il faut que je le fasse en même temps que tout le monde, puis il y a peut-être une pression, il y a peut-être aussi des croyances, il y a peut-être des blocages, il y a une volonté d'ouverture, sinon vous ne faites pas l'exercice. Donc dites-vous, ok, il y a une volonté d'ouverture, vous refaites-le chez vous, posez-vous, restez au calme, vraiment prenez conscience de la respiration. C'est très simple, juste retrouvez le silence et refaites l'exercice. Et toute seule, puis vous verrez si ça... Moi, je suis sûre que ça va finir par marcher. Merci Nathalie. Prochaine question de Quentin maintenant qui demande ceci. Si nous vivons dans une réalité virtuelle où rien n'a vraiment de l'importance, où il ne faut pas se prendre au sérieux, quelle est la notion de bien ou de mal? Est-ce que tout est permis? Qu'est-ce que tu pourrais répondre, Quentin? Ben, je pense que plus on devient conscient, plus on sait ce qui est bien et ce qui est mal, entre guillemets. Il faut toujours avoir l'idée, est-ce que je vais faire quelque chose que si je subis ça, ça va me faire du bien? C'est juste ça. Je dis pas aux gens, il n'y a pas de dualité. Donc ça, c'était un moment quand je parlais de l'éveil. Mais rendu à là, il y a plus de soucis de comportement humain. Euh, on n'agit pas à partir de la peur. On agit à partir de quelque chose de plus grand. Donc on ne va pas se transformer en espèce de dictateur ou de je ne sais quoi qui peut faire mal aux autres. On ne peut pas être rendu à un niveau de conscience si haut et en même temps pouvoir faire du mal. Et si on fait quelque chose qui fait mal à quelqu'un, par exemple par une parole, mais la parole elle est juste, euh, ça appartient à l'autre réellement. Quand on est aligné avec cette lumière, la parole juste sort et automatiquement, l'ego de l'autre peut mal le prendre. Mais le mal, comme torturer des animaux, torturer des enfants, créer des guerres, il me semble que c'est incohérent avec le niveau plus. C'est ce que quand vous touchez, alors je peux vous parler d'une expérience. Enfin, j'en ai eu plusieurs. Il y a des expériences comme ça où je suis là-dedans, là. Je me suis pas désintégrée, mais je suis juste enfin, dans la phase où il y a juste de l'amour. Je vous assure, j'étais chez Costco pour ceux qui connaissent, donc c'est vraiment pas la zone où il y a la lumière est forte. Donc je suis là, je fais la queue, puis je suis envahie d'un sentiment d'amour. Et là, je regarde les gens, je me dis, mais ils sont tellement beaux, puis c'est tellement beau. Puis je regarde les gens qui travaillent, il y a un gros stress, là, ça carbure à fond. Donc c'est un magasin grossiste, pour les gens qui connaissent pas. Mais cet amour qui transperçait, ça peut pas me donner envie, puisque même le pire des êtres qui devant moi ou qui pourraient crier sur son enfant juste devant mes yeux, mais je l'aime et je vois juste la beauté en lui. Donc quand on augmente son niveau de conscience, son taux vibratoire, c'est on voit que le monde est une illusion, mais ça part pas d'un endroit où vous êtes quand vous êtes juste humain avec ses blessures. Si vous êtes humain avec vos blessures et de cet endroit-là vous projetez qu'il n'y a ni bien, il n'y a ni mal et puis que tout est virtuel, oui, c'est sûr qu'à ce niveau de conscience-là, non, parce que là, vous vous racontez des choses avec votre mental. Mais quand vous touchez
ce truc-là. Ça, c'est un truc, là. Ça m'est arrivé plein de fois en conduisant, ça m'est arrivé. Et à chaque fois, je suis surprise, je dis waouh, si je pouvais rester toujours comme ça, waouh. J'étais trop contente. Mais après, après 48 heures en général, fou, je suis, ah, mince. Mais je fais rien, hein. Je suis, comme je dis, je suis chez Costco, je suis pas en train de faire des exercices, de méditer, je fais la queue comme tout le monde, puis c'est tout. Ça me traverse, puis oh, c'est beau. Parce qu'il y a beaucoup de pratiques avant. Ça fait des années hein, que je pratique sur la présence, la respiration et tout ça. Euh, donc à un autre niveau de conscience, le regard, les filtres changent. On ne peut pas poser et les actions et les mots se placent de façon juste. Donc oui, en bas, ça paraît, bah ouais, s'il n'y a pas de bien ou mal, on fait ce qu'on veut, mais arrivé à un moment, on n'a pas envie de faire du mal. Voilà. Merci Nathalie. Plusieurs questions sur la marche afghane. Peux-tu nous en dire quelques mots, Nathalie, pour le bénéfice des participants? Oui. Alors ça s'appelle marche afghane parce que c'était Edward Stigler qui était parti en mission pour l'ONU pour certains nomades en Afghanistan. Et puis il les avait observés qui marchaient des heures et des heures, donc il les suivait. Puis à un moment, il s'est dit, tiens, comment ça se fait qu'ils peuvent marcher sans se fatiguer? Et il avait observé en fait que le souffle était relié à leurs pas. Donc dans la marche afghane, ce qui se passe, c'est qu'on va travailler sur le souffle avant tout, et on va associer notre façon de respirer avec les pas qu'on fait. Donc, par exemple, souvent les sportifs le font. Pour pouvoir performer, ils le font même s'ils n'apprennent pas la marche afghane. Si vous demandez à un Afghan c'est quoi la marche afghane, il va vous dire, je sais pas, c'est un terme inventé. C'est pas vrai que c'est des nomades. Tous les nomades marchent de cette façon-là. Tous les sportifs. Donc, il y a une façon d'inspirer et d'expirer en fonction des pas, ce qui donne une certaine cadence et le corps s'aligne en même temps. Et le fait d'ouvrir la cage thoracique et tout ça, la posture avec le temps et la respiration s'aligne. Donc voilà, et il y a plusieurs façons de respirer en fonction des états qu'on veut atteindre. C'est comme du pranayama en marchant. Pranayama, c'est des exercices de respiration yogi, mais cette fois-ci, c'est fait par la marche. C'est un petit résumé, mais ça s'enseigne sur une journée complète. Dans la formation de l'enracinement en ligne, on fait un petit module hein, sur la marche afghane. Et puis en France, là je vais venir, je l'enseigne dans 2 villes. Ouais, voilà. Merci Nathalie. Autour d'Olga qui aimerait que tu rappelles ou que tu précises comment se connecter à son moi supérieur. Oui, j'avais listé quand même beaucoup. Là, vous pourrez réécouter et puis prendre des petites notes. Mais le plus simple, c'est le silence. Donc je me pose, je m'installe dans mon souffle. C'est ce que je vous ai fait faire au départ. Là, je respire, je fais juste prendre conscience, ok, je respire avec ma cage thoracique, mon ventre. J'ai des tensions dans le corps, non, oui, oui, non. Puis je me détends. Donc il y a une détente physique et une prise de conscience du souffle. Alors pourquoi je ferme les yeux? C'est parce que je suis kinesthésique, donc moi je ferme beaucoup les yeux pour sentir mieux. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de fermer les yeux, hein. Et une fois que je suis là, je cherche le silence, le calme. Donc il y a plusieurs façons de trouver le calme. On peut se concentrer sur le souffle. Quand on inspire, on expire, on sent l'air qui entre et qui sort. Il y a 2 semaines, j'avais fait un petit webinaire, quelqu'un nous avait partagé qu'elle utilise sa langue. Donc quand elle inspire, elle colle la langue au palais en gonflant, et quand elle expire, elle relâche et elle souffle. Toujours avec le nez. Puis, une autre technique que j'enseigne sur le silence, c'est on ferme les yeux et on imagine qu'on s'endort. Et en imaginant qu'on s'endort, nos yeux, hop, remontent un peu. Et là, on ne peut pas penser en même temps. Donc, l'idée, c'est de trouver une stabilité du corps en passant par la respiration et en détendant les muscles. Deuxième étape, le silence. Et là, vous êtes connecté. Le silence et l'espace. L'espace vient s'installer parce qu'il y a une détente du corps et le silence. Voilà. Florence te demande de clarifier ceci. Est-ce que tout est écrit ou plutôt rien n'est coulé dans le béton? Elle n'a pas très bien compris tes propos. Ah oui, je comprends. Euh, c'est comme le GPS, le point d'arrivée est défini.
Donc c'est écrit. La façon d'y arriver est à peu près prédéfinie, mais on peut faire coexister plusieurs possibilités. Donc l'idée du GPS, c'est je pars d'un point présent A, je vais au futur B. J'ai plusieurs chemins et chaque chemin a sa propre difficulté. Il y a un chemin, peut-être plus, je sais pas, on va dire un chemin où il n'y a pas de peur, où on est aligné et que ça va tout droit et tout est plus simple. Et il y a des chemins qui sont, si on part d'un chemin, on est au point A, on veut se rendre au point B, qui va être un petit peu plus difficile parce qu'on part d'un endroit et on a peur de manquer d'argent. Oh, je vais passer par là. Mais en même temps, je vais quand même développer un truc qui m'attire. Le point B, ça va être le même endroit. Je vais arriver, peut-être avec plus d'efforts, avec plus d'essoufflement. Et il y a un chemin plus simple. Ça s'appelle les lignes quantiques. Et chacune peuvent coexister en même temps. Elles existent. Je ne veux pas rentrer dans les... Là, je vais vraiment vous embrouiller là. Mais grosso modo, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui est prédéfini? C'est le point B, ou plusieurs points B, et ce sont les chemins qui vont changer. Et ces chemins sont basés sur les choix, si vous faites un choix à partir de la paix, de la confiance et de la foi, ou de la peur. C'est ça. Mais vous allez arriver au même endroit. Donc c'est presque tout prédéfini, avec peut-être des choix, entre guillemets. Très clair l'exemple du GPS, Nathalie. Ça parle beaucoup, merci. Marlène et plusieurs autres qui se demandent si la webconférence va être diffusée en replay car elle est arrivée un peu en retard. Oui, Marlène et tous les autres, surveillez vos courriels car nous vous aviserons lorsque le replay sera disponible dans quelques heures. Donc, on vous suggère fortement d'écouter, de réécouter, de prendre des notes. Vous pourrez évidemment dans le replay faire pause, prendre des notes et continuer l'écoute. C'est toujours très intéressant. Autour de Céline qui demande ceci, j'aimerais refaire cette méditation d'ancrage où la retrouver. Comme je viens de dire à Marlène, Céline, vous recevrez un accès au replay, donc évidemment, vous pourrez refaire et refaire cette méditation-là à volonté. Francine qui te demande, Nathalie, comment sais-tu que tu as la parole juste? Grande D'où je pars? question. Bah oui, mais est-ce que je pars? Si par exemple, je vais vous donner un exemple. Si, voilà, hier je vous disais, j'ai stressé, j'ai fait plein de documents, j'avais peur d'être en retard dans des trucs. Voilà. Là, quand je suis dans cet état-là, là, à partir du moment où je vais commencer à parler, là, c'est carrément que c'est pas juste. Donc je suis descendue, ma fille écoutait une musique que j'aime pas, je fais ah, arrête-moi cette musique. Mais je suis partie d'où? D'un endroit qui n'est pas en paix. Voilà. Donc quand c'est juste, j'ai pris conscience d'où part mon souffle, où est mon souffle, où est mon corps. Hop. Donc si je m'étais arrêtée avant de descendre de mon bureau jusque dans le salon, si je m'étais arrêtée, posée, faire un exercice justement où je me recentre, où je me connecte, je redescends, j'aurais pu entendre la musique, ça aurait pu ne pas du tout m'affecter. Donc ça m'arrive de voir à un moment, je me rappelle, c'était il y a quelques mois, non, c'est pas quelques semaines. Il y a mes enfants qui sont très agités. Et là, je coupe des légumes, puis il y a mes pensées qui font, je suis brûlée, j'en ai marre qu'elles fassent du bruit. Je suis un humain comme vous, hein. Et là, je me suis voulu dire ça. Je fais, waouh, tu pars d'où là? Et là, j'ai fait, ok, où est ton souffle? Et je me suis ramenée, fou. Et j'ai dit, ok, là, faites quelque chose pour que je sois vraiment dans la présence. Et arrêtez de vouloir que quelque chose soit différent. Alors, je veux pas de bruit ou je sais pas quoi. Hop, je m'installe, clac. Je reprends les mêmes, là, je bouge plus, hein. Je reprends mes gestes de, je coupe mes carottes. Puis d'un seul coup, il y a quelque chose un espace qui grossit. Ma tête s'arrête. Ce serait comme si mes pensées s'en vont dans cette espèce de sphère de lumière là que je vous parlais. Et là, je regarde mes enfants, mais je les vois juste avec plein d'amour. Et je suis comme, oh, c'est trop cool. Mais donc je sais quand je pars d'un endroit qui est irrité, ou qui a la peur, où il y a une émotion, où il y a trop de mental, c'est pas juste. Je suis pas dans le juste. Je vais être dans la réaction.
Je pars d'un endroit blessé, je vais réagir et je risque de blesser. Alors, je me ramène. Voilà, c'est comme ça que vous allez le voir. Merci Nathalie. Gabriella qui se demande comment accompagner les transformations dans notre ADN. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Ben, l'ADN, elle est influencée par l'environnement. Ça s'appelle l'épigénétique. Alors, je suis pas la spécialiste de l'épigénétique, hein, mais il y a un livre qui est sorti, je sais plus la dame, mais une chercheuse là, c'était vraiment intéressant. J'écoutais un de ses webinaires, je me rappelle plus de son nom. Bah, vous tapez épigénétique, vous allez avoir. Et en fait, je sais qu'on peut transformer l'information par des pensées. Donc il y a l'EFT qui a une influence sur la génétique. Il y a la kinésiologie et les pensées, mais des pensées qui ne sont pas juste de l'ordre du mental. C'est des pensées associées à un état. Donc comme tout à l'heure, vous savez, quand je vous ai ceci comme un rêve, je partais d'un état. Je pars de l'état où j'ai fait le calme dans mon corps, j'ai le silence, je suis là. Et après, j'influence la génétique. Quand j'influence la génétique, j'influence des zones de l'ADN, pas forcément. Alors là, je suis pas la spécialiste, mais quand même, je vous dis, il y a certains gènes qui vont pas bouger. Il y a des facteurs qui peuvent s'activer ou se désactiver. Posez pas plus de questions techniques parce que je vous assure, j'ai pas fait de génétique, j'ai fait du génie chimique. C'était deux mondes différents. Je vous répète un petit peu ce que j'ai lu. Donc, c'est la pensée associée à un état qui va permettre, par répétition, donc je crée un environnement et je change. À force d'être dans cet environnement, mon ADN se modifie. Et ça laisse aller des vieux trucs qui servent à rien. Et la kinésiologie. J'avais étudié ça en kinésiologie, pareil avec des phrases, des pensées et tout ça. On reprogramme. Voilà. Merci Nathalie. Joanne qui nous fait un témoignage, elle dit curieusement, après le premier exercice en ouvrant les yeux, j'ai eu l'impression d'avoir grandi en taille. Ah oui, c'est cool. Alors, comment on peut expliquer ça, Nathalie, cette impression? C'est le regard. Vous savez, à un moment, j'ai mis une diapositive où j'ai mis un œil. Comment je regarde le monde? À partir d'où je regarde le monde? Je suis le témoin de ma lumière. Je suis le témoin de la conscience qui me traverse. Mais quand je suis témoin, je regarde à partir d'où? D'une blessure, d'une identification. Alors, j'ai pas parlé d'identification, j'ai tellement de choses à raconter, je vous assure. D'où je pars. Donc, quand je pars d'un endroit où j'ai l'impression d'être plus grande, c'est que je me reconnecte tellement à ce moi supérieur, mais je me vois plus limitée comme j'étais avant de reprendre, parce qu'on est connecté là, mais avant de reprendre contact. Donc, je reprends contact, mais là, finalement, je suis pas limitée comme un humain. Donc, on peut se voir plus grand, on peut se voir plus mince, on peut se voir plus beau, c'est magnifique. Merci Nathalie. Alors, pour ceux qui sont intéressés au sujet de l'épigénétique, Nathalie vient d'en parler, mais je vous invite à aller écouter une entrevue qu'Annie Lafleur a fait avec le docteur Bruce Lipton, qui est le Oui. père de l'épigénétique, entrevue traduite en français d'ailleurs. Alors, vous pouvez vous en profiter pour vous abonner à la chaîne YouTube. Je vais mettre de ce pas le lien dans le haut du chat. Donc, si vous C'est voulez vrai. en prendre connaissance, c'est une excellente entrevue qu'Annie a donnée. Alors, voilà, le lien est dans le haut du chat. Maintenant, Sylvie. Qui pose une question. Bon, j'ai une sclérose en plaques avec problème moteur aux jambes. Ces exercices vont-ils m'aider afin de retrouver une mobilité de rêve? Nathalie, avant de te laisser répondre, je souhaite préciser évidemment qu'il n'est pas possible de faire aucune prédiction médicale. Vous le comprenez et je vous en remercie. Alors, est-ce que tu peux peut-être donner certaines pistes à Sylvie sur cette problématique de santé, Nathalie? Oui, ben en fait, c'est pareil, je suis pas médecin, donc je peux pas vous dire si oui ou non ça va vous aider. Euh, pour moi, à partir du moment où on travaille sur le système nerveux, sur le calmer ses émotions, calmer son mental, ça améliore la santé. De toute façon, ça s'est prouvé, comme la cohérence cardiaque a prouvé, on diminue l'hypertension et tout ça.
Donc c'est sûr que être au calme améliore. Ça, donc trouver le calme à l'intérieur de soi, c'est sûr que ça améliore. Est-ce que ça va vous permettre d'être mieux, de plus guérir de ceci, de je peux pas vous donner un effet, je peux pas prédire. Par contre, ça vous amène du bien ou peut-être moins de douleur. Est-ce que ça va vous emmener plus de mouvement? Peut-être. C'est gratuit, vous avez juste à le faire. C'est juste à vous entraîner, à répéter, à faire des choses toujours dans le même sens. Puis peut-être un jour, il y a quelque chose qui va se débloquer. Et puis si ça se débloque pas, c'est ok parce que de toute façon, ça vous amène d'autres choses qui sont agréables pour vous. Voilà. Merci Nathalie. Alors j'espère Sylvie que ça répond à votre questionnement. Fadila maintenant qui se demande si la prière n'est-elle pas un autre moyen de se relier à son moi supérieur, Nathalie. Ah mais complètement. 100%. Bah, je sais pas si vous voulez que je développe, mais à un moment j'ai parlé de la foi. La foi et la certitude. Euh, quand... Mais vous voyez, là, l'histoire où je coupais ma carotte, là, j'ai fait une prière finalement. Mais quand j'ai fait ma prière, j'ai pas fait ma prière avec mon mental. J'ai fermé mes yeux, j'ai pris mon souffle, là, là, là. Et là, je dis, ok, aidez-moi. Et quand je dis aidez-moi, je m'adresse, oui, à mon moi supérieur, je m'adresse à des anges, je m'adresse à des guides, mais juste de faire cette demande, cette prière, mais partir d'un état, euh, pas dans la demande, dans le sens je quémande, c'est partir d'un état où je sais que ça existe et je sais que ce qui est là, de l'autre côté, a les clés pour moi. J'ai juste à tendre la main, il me donne la clé. Comme là, quand je vous dis, j'ai beaucoup d'entraînement. C'est peut-être pour ça que c'est plus rapide pour moi. C'est juste une question d'entraînement. Mais la prière, et tous les jours, je prie. Mais je prie pas en demandant, je prie en remerciant. Ah oui, ça, je vais vous en parler. J'adore cet exercice. Ça, je le donne à beaucoup de mes clients. Euh, Tous les soirs, je me mets à genoux. Alors, à genoux, pourquoi? Parce qu'il y a des détentes musculaires qui vont se faire, qui vont permettre moins de tension dans la respiration, dans la nuque, dans les premières côtes, en tout cas dans les mollets. Je m'installe, je me mets à genoux au sol. Puis, je mets mes mains comme ça. Et je cherche au moins trois événements dans la journée qui ont été, où je peux dire merci. Parfois, il y a des journées, là, je vous assure, on se dit, oh là là, c'était terrible. Mais malgré tout, là, j'ai la santé, mes enfants sont en santé, j'ai un toit sur la tête, j'ai à manger dans le frigo, j'ai plein de choses où je peux dire merci. Même s'il n'y a rien qui s'est passé comme je voulais, il y a des millions de choses qui m'entourent. Juste le fait de pouvoir respirer sans avoir mal, juste ça, merci. Alors je m'installe. Puis là, je dis merci 3 fois. Puis après, je m'incline à quelque chose de plus grand que moi, où je remercie. Je remercie la terre de me supporter, et je remercie le ciel, enfin le ciel, on s'entend que c'est le monde parallèle, de me supporter, et je reviens. Et ça, c'est une prière qui n'est pas dans la demande. Je suis pas en train de dire, oh, j'ai besoin d'argent, oh, j'ai besoin, aidez-moi avec. Non, je dis merci, merci. Et ça change complètement la dynamique. Ça veut dire que je me mets dans une position intérieure où je sais que ça existe et je sais que j'ai de l'aide. Et après, je fais une deuxième partie où je vais, donc là c'est merci à minimum 3 événements. Et après je me relève, je me remets comme ça et je me dis, ok. Et là je regarde et je remercie les états de ce qui va être. Pour moi parce que c'est déjà là. C'est un peu Greg Braden là, qui parle de la prière, là c'est la même chose. Et là pareil, je remercie la terre, je remercie le ciel. Puis, et pour moi la prière c'est la base aussi. Ça ne peut pas, on peut pas croire, si j'ai pas la foi en que quelque chose de plus grand que moi existe, et là, à chaque instant, ben, j'ai l'impression que je peux pas avancer parce qu'en tant qu'humain, je suis trop limitée face à la maladie, face aux intempéries, face à peu importe quoi. Je suis limitée. À un moment, j'ai un corps physique avec des limites, mais je sais qu'il y a quelque chose derrière qui a tout programmé, comme la matrice. Tout est là. Et l'idée, c'est comment j'approche ça. Donc la prière, oui, parce que
Mais oui, sans faire une demande de quémander, sans être là, oh, j'aimerais que, je suis pas victime, je suis juste, waouh, à chaque instant, waouh, merci. Voilà. Merci Nathalie. Alors, bon, ben, si vous êtes, là, on a parlé de prière, si vous êtes intéressé par la prière, ben, je vous invite à aller écouter une autre entrevue qu'Annie a faite avec Greg Braden, que tout le monde, j'imagine, connaissait bien, Ben oui. sur le pouvoir de la prière, entre autres, tout comme vient de l'expliquer Nathalie, vous verrez ainsi que le pouvoir de la prière se situe hors de la demande. Je vous mettrai l'information dans le haut du chat et on continue avec les questions qui sont très nombreuses. Les gens ont beaucoup apprécié ce moment à passer avec toi, Nathalie. Hein. C'est vraiment Merci. intéressant. Puis je vais prendre encore quelques questions. On a débordé un peu sur le temps, mais Ah oui. les questions sont tellement intéressantes que si tu veux, on va encore prendre quelques minutes pour en poser d'autres, si tu le veux bien. Ben oui. Marie, maintenant, qui dit bonjour d'abord, merci pour ce moment et ce partage. Question. Si tout n'est qu'une projection de notre conscience, tout n'est qu'illusion, où est la place de l'autre? N'est-il pas lui aussi qu'une projection? A-t-il une expérience propre, Nathalie? Oui, il y a une expérience propre individualisée. Oh là là, hein, vous voulez dans la technique? Ok, on y va. Donc, j'ai parlé de la conscience qui s'incarne. La conscience fait l'expérience. Elle s'incarne pas juste dans un humain, hein, elle s'incarne dans tout ce qui est. Donc, la conscience fait l'expérience. Pour faire l'expérience, elle va s'individualiser et elle va croire qu'elle est un individu, sinon elle peut pas vivre l'expérience de la dualité. Comment je peux savoir que je suis moi si j'ai pas un reflet extérieur qui me montre qui je suis? Si j'ai pas un miroir, si j'ai pas un humain, si je suis toute seule et que je peux pas me voir et que je peux même pas sentir, je, comment je sais que j'existe? Donc j'ai une sorte d'individualisation, j'ai une conscience individualisée pour pouvoir faire l'expérience. Et l'autre, que la conscience aussi traverse, a sa conscience individualisée. Lui, il a ses filtres à lui, moi j'ai mes filtres à moi. Ça va pas rappeler la lentille du milieu, là? La conscience, filtre, œil. Donc, le regard que va porter l'autre, il va le voir avec sa conscience individualisée et avec ses propres filtres. Et il va être en face de moi. Et à l'intérieur, quand on regarde l'autre avec ses propres filtres quand on est humain. Quand on se connecte au moi supérieur et qu'on ouvre, on voit au travers de l'autre la lumière qui le traverse. Et ça, c'est parce que la lumière vous traverse quand vous voyez ça. Donc à partir du moment où la lumière vous traverse, vous voyez la lumière chez l'autre. Et c'est là où il n'y a plus de jugement. Et là, enfin, on a retrouvé la lumière à l'extérieur de nous, mais parce qu'on la porte à l'intérieur de nous. Donc l'individualisation, elle sert à ça. L'autre, avec ses perceptions, même si vous voyez la lumière en lui, ça ne veut pas dire que lui va être capable de voir la lumière en vous. Ça va dépendre, sa couche de filtre qu'il porte, des mémoires. Hein, c'est les mémoires. Donc voilà. Et puis voilà, grosso modo, c'est ça. Ouais. Merci Nathalie. Il y a Maryse qui se demande la chose suivante. Comment pouvoir s'aider et surtout de se sauver face à une personne destructrice pour soi en sachant que l'on est forcément acteur nous-mêmes? Et ce, malgré tout l'amour, le dévouement, le respect, la compréhension, l'acceptation que l'on peut offrir et tolérer à l'autre. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à Maryse, Nathalie? Alors tout part de nous. C'est un peu l'histoire du début que je vous disais, finalement toute la colère que je pouvais porter, je la recevais par le monde invisible. À un moment, il a fallu que je change. C'est-à-dire que quel mécanisme à l'intérieur de moi à cette époque faisait que je me mettais dans la colère? Quel mécanisme? Quelles sont les peurs? Qu'est-ce qui me maintenait? Il y a des mécanismes inconscients, donc encore les petits filtres, qui vont vous maintenir dans cette configuration-là. C'est vraiment, c'est vraiment,
Disons qu'il faut travailler sur les mémoires, dans votre cas, c'est la culpabilité, c'est souvent c'est ça qui va revenir dans des cas comme ça. Parfois, l'environnement nous affecte, hein. On l'a dit tout à l'heure, ça affecte l'épigénétique, enfin la génétique, enfin l'ADN. Donc, si je suis dans un environnement qui est difficile et que cet environnement est difficile chaque jour parce que la personne me respecte pas ou me maltraite. Quand je dis je, c'est en général, hein. Donc, ça veut dire que je baigne mes cellules dans un environnement caustique, enfin désagréable. C'est très dur de s'en sortir quand on reste pris comme ça. Donc c'est bien parfois alors parfois c'est pas possible, hein, ça dépend. Mais si on peut faire quelques pauses, respirer, se faire accompagner par quelqu'un pour pouvoir justement libérer cette culpabilité, libérer cette victimisation intérieure. Et encore là, y a pas, on est tous des victimes, hein. Un jour dans notre vie, on a tous été victimes. C'est toujours la faute de l'autre qui est méchant. Ça, on l'a tous fait depuis la naissance, c'est obligé. Donc quand je dis victimisation, ça fait partie de ça. Ça veut dire à quel moment j'en ai marre d'être victime, à quel moment j'arrête de subir, à quel moment je m'écoute, puis que je choisis quelque chose, à quel moment je lâche mes peurs qui font que je suis obligée de rester collée à quelque chose ou à quelqu'un qui me maltraite. Puis s'il me maltraite, parce que jusqu'à quel point je me maltraite à l'intérieur de moi. Et tout ça, on le fait inconsciemment. Mais vraiment, c'est inconscient. Moi, je vous assure, je suis passée aussi par des états comme ça dans ma vie d'expérience. Et j'ai dû vraiment aller travailler sur qu'est-ce qui en moi fait que j'attire ce genre de personnage. Pourquoi j'arrive pas à me décoller? Pourquoi j'accepte qu'on me dise, qu'on me prive de liberté? Pourquoi j'accepte ceci? Donc c'est vraiment se poser cette question, puis à un moment il faut se placer et se dire c'est qui que je choisis? Je choisis moi. Et je cesse avec la culpabilité. Non, je ne suis pas une mauvaise personne si je me permets d'être. Et rester dans un environnement difficile, ça va, ça va juste influencer. Vous avez cette pensée qui vous dit non, je veux rester, me respecter, puis vous êtes influencé par une énergie de quelqu'un d'autre qui, qui essaye de vous maintenir dans son énergie à lui. Donc là, l'idée, des fois, c'est un peu de, je respire, je prends, si c'est possible de prendre une petite distance, je la prends, je travaille sur moi. Je rejette pas l'autre, parce que des fois c'est notre mère, des fois c'est notre père, notre enfant. Je veux pas qu'il y ait des coupures familiales, c'est pas le but. Mais c'est vraiment de pouvoir trouver un moment où on se retire, puis travailler sur soi, et choisir un environnement agréable, être accompagné par un psychologue, par un thérapeute de votre choix, comme le type de thérapie que vous aimez. Puis tranquillement, votre cœur s'ouvre, et puis l'autre, et puis vous prenez votre place, puis hop, vous alignez, puis hop, vous grandissez, et l'autre aura de moins en moins d'impact sur vous. Mais c'est un travail, hein. C'est pas, ça enfin, c'est un avancement. Là, faut travailler sur soi. Céline qui se demande si le moi supérieur est semblable à l'âme, Nathalie. Presque. L'âme, disons que c'est la première couche qui se place dans l'incarnation. Euh, c'est pas la première couche, mais enfin, en tout cas, c'est une des couches. C'est avant l'humain, enfin avant l'incarnation. Il y a cette conscience, hein. Moi, je l'ai appelé à un moment le magma bleu parce que je le voyais bleu. Je sais pas si c'est bleu mais c'est une vision que j'ai eue, même si je joue pas beaucoup de vision, mais celle-là c'était bleu. C'est un magma, puis ça prenait différentes formes. Puis à l'intérieur de ces formes, il y a d'autres formes, puis à un moment, c'est des formes, la lumière, les formes et les sons, et on va aller utiliser les différentes énergies de médecine chinoise, les 5 éléments, et ça va se placer. Mais l'âme, c'est comme une couche avant l'humain. Parce que l'âme, quand le corps se décède, l'âme quitte, l'âme retrouve ça. Donc l'âme est connectée directement au moi supérieur, mais en même temps, elle porte encore des mémoires. C'est pour ça que c'est un peu différent.
Le moi supérieur, c'est la couche vraiment ultime, où là, c'est dénué de mémoire, de bien, de mal. Est-ce que l'âme porte? L'âme va porter du karma, donc les mémoires. L'âme va porter, s'il y a des sorts et des machins, elle va se réincarner avec le même sort. Donc elle porte une information. Elle a des couches de filtre moins grosses que l'humain, mais il y en a. Puis le moi supérieur, il y en a plus. Là, c'est vraiment, c'est comme l'unité, la source. Euh, voilà. Autre question, Luminita qui demande, je pense que tu en as parlé tout à l'heure, elle dit tous les points sont définis ou seulement le départ et l'arrivée finale? Tu mentionnais que ce qui était défini, c'était le point d'arrivée. Oui. Et le point de naissance, en effet, il est défini. Là. Et le point d'arrivée est défini. Et je pense, là je peux pas vous dire à 100%, là je peux pas signer, mais je pense qu'il y a des points stratégiques qui sont définis dans l'incarnation. Il y a comme des étapes, là il y a point A, point B, puis il y a point A1, A2, A3, A4. J'ai l'impression qu'on se rend à un endroit, poup, hop, une autre évolution, hop. On a sur notre route des étapes qui sont Plusieurs étapes, prédéfinies. Ouais. effectivement. Léa qui se demande comment savoir où est le chemin idéal, Nathalie. Grande question, hein? C'est horrible. Si je le savais, je le ferais. Mais encore là, c'est la même chose. Je me reconnecte à partir du moment où je suis dans mes pensées, dans mes émotions. Ok, avant de choisir, je m'installe dans le moi supérieur. Silence, paix, espace, hop. Et s'il n'y a pas d'information, j'attends, j'attends. Parfois, on n'a pas le temps d'attendre, donc on agit, mais c'est ok. On fait comme on peut. Donc, comment savoir si on est sur le chemin le plus simple? Vous le savez parce que quand vous rentrez dedans, des fois, ça demande beaucoup plus d'efforts. Mais à l'intérieur de ce qui est bien, alors là, je vais vous dire un truc, c'est que vous avez des multitudes de choix. Parce que c'est pas genre, je suis un point, je fais un autre point, je fais un choix, puis c'est une route un petit peu plus chaotique. Mais si je suis sur ma route chaotique, là, je m'en rends compte, là. Je dis, bah là, comment je peux faire la même chose, être au même endroit, sans problème. Et là, on change de ligne quantique tout en étant avancé dans le temps. C'est possible. Tout ça, ça dépend de la perception. Si vous passez d'un état, vous faites un choix basé sur une peur, donc par exemple, je choisis de rester là parce que j'ai peur de manquer d'argent. Souvent, c'est ça qui nous bloque là, c'est la survie. Donc je vais faire ce choix-là, mais là je me rends compte que finalement, bah, j'aime pas ce que je fais ou j'aime pas être là. Ok, comment je peux être là en aimant ça? Qu'est-ce que je peux changer à l'intérieur? Et là, il y a un basculement intérieur et à un moment, ça vous ramène sur une autre ligne. Et vous pouvez rester au même endroit. Par exemple, si c'était un choix d'un emploi, vous pouvez rester dans le même emploi, mais votre perception va changer. Si vous allez être dans un état vraiment plus agréable, et finalement, cette ligne va devenir plus douce parce qu'il y a l'autre ligne qui est plus agréable qui va venir superposer. Mm. Tout est possible, c'est ça qui est bien. C'est juste le quantique, là, c'est trop bien. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et Danny qui se demande comment savoir si on est dans l'éveil, dans l'état d'éveil. Ah, quand tu regardes, est-ce que tu es capable de voir cet amour au travers des autres? Est-ce que tu as cette espèce de sensation qui émane de toi, un amour, une paix profonde? Puis souvent, alors moi, ce que je percevais, c'est comme si le monde était beau et il brillait de paillettes. C'est comme quand tu es amoureux au tout début, là. C'est le tout début d'une relation amoureuse, puis tu es là, tout est beau à ce point-là. Mais là, c'est comme ça, encore plus grand et encore plus beau. Puis tout ce que tu vois au travers de ce que tu vois, la lumière et l'amour. Là, tu sens que tu approches de l'éveil. En tout cas, tu touches à des moments d'éveil. Parce que je ne sais pas si moi ça reste pas, hein, mais ça redescend, puis ça remonte, puis ça oscille. Mm. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à Véronique qui nous dit ceci? Essayer de me connecter à un moi supérieur me fait peur. Oh, La lumière de l'amour me fait ressentir de la peur et une certaine tristesse. mm. Attends, laisse-moi penser parce que là, c'est comme si elle se connectait pas à l'amour, mais à l'amour humain, mais pas à l'amour divin.
Puis elle a comme peur, parce que c'est une sorte de nostalgie, mais il y a un mélange dans la compréhension de l'amour. Euh, je sais pas si elle a manqué beaucoup d'amour à l'enfance ou quelque chose comme ça. Pour avoir peur, il y en a qui répondraient bah, t'as peur de ta puissance, t'as peur de ta lumière. Pour moi, ça sonne pas ça. C'est plus, je pense que tu confonds ce que c'est l'amour. Tu sais pas, t'as pas encore touché à l'amour, et je pense que toucher à ça, tu crois que c'est autre chose. Tu peux pas avoir peur de ça. Et puis quand tu as peur, c'est parce que tu penses que c'est autre chose. Euh, il y avait un autre petit truc qui était venu, mais j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Merci Nathalie. On termine avec deux dernières questions. Marie-Hélène qui demande ce que tu penses, si tu peux lui parler de synchronicité. Et une dernière question de Gabriella. Qu'est-ce que tu penses du Ho'oponopono? Donc, première question sur la synchronicité et deuxième question sur le Ho'oponopono. Et on va terminer cette merveilleuse rencontre. Ça fait près de 2 heures qu'on est Oui, ensemble. finalement, Hein? je t'ai Oui. dit, ouais, j'ai pas beaucoup de contenu. Enfin, j'en ai beaucoup, mais j'en ai pas mis beaucoup dans les Oui, on PowerPoint. prévoyait 1 heure, 1 heure 15 et ça fait presque On était 2 heures. bien. Donc, on va terminer avec ces deux questions. Ok. Alors, les synchronicités, bah, c'est hyper connu. Là, ça vient encore de Carl Jung. J'en ai parlé tout à l'heure, mais c'est les choses. Enfin, comment je les perçois hein, après. Je ne veux pas vous donner la définition de lui. Enfin, c'est les choses qui s'alignent sur le chemin et qui viennent confirmer ou infirmer ce qui se passe. Euh, et j'ai l'impression que plus on est connecté à son moi supérieur, plus on est au courant qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, que tout est déjà prévu, et plus on est dans la gratitude et plus les synchronicités apparaissent. Et en plus, il faut accepter de voir qu'il y a un délai entre notre désir, notre aspiration et la présentation de l'information. Parfois, la synchronicité, elle est hyper longue parce qu'il y a des choses qui doivent mûrir en nous. Il ne faut pas dire, oh, ben, il n'y a pas de synchronicité, c'est pas mon chemin. Donc, ce que je pense des synchronicités, c'est génial quand on les croise parce que ça nous fait rire puis ça nous amuse. On peut demander à notre cerveau de les repérer. Puis parfois, on peut s'en inventer. Finalement, on peut faire des synchronicités, des choses qui ne sont pas des synchronicités. Et les synchronicités, pour moi, c'est des messages. Voilà, c'est les messages du futur qui s'installent dans votre présent. C'est des petits panneaux, c'est par là. Ou non, c'est pas par là. Voilà, un peu ça. Voilà, je vais faire court. J'ai plein d'idées. Oponopono, j'adore. Vraiment, j'adore. Je l'utilise pas souvent, mais les moments où c'était difficile, tiens d'ailleurs pour la dame de tout à l'heure qui était dans une situation où elle avait du mal à s'en sortir, je pense qu'elle pourrait faire Ho'oponopono mélangé à l'EFT pour s'aider déjà toute seule, en plus de se reconnecter au moi supérieur. Mais j'ai juste, quand vous faites Ho'oponopono, faites-le toujours d'où part mon souffle. Quand je pars mon Ho'oponopono, est-ce que je le pars juste à répéter des phrases mentalement ou est-ce que je m'installe dans un endroit qui est en paix et là je pars mon Ho'oponopono avec une profondeur. Et dans les paroles que je vais dire, quand je dis je m'excuse ou quand je dis je suis désolée ou je t'aime, je le pense. Et quand je dis je m'excuse, s'il vous plaît, ne mettez pas de culpabilité. D'accord? Il n'y a pas, c'est pas une excuse humaine, c'est juste j'étais ignorant de ce que j'ai fait, sûrement peut-être que j'ai fait quelque chose un jour qui a fait peut-être du mal à quelqu'un parce que je suis partie d'un endroit blessé, donc j'ai émis ou réagi. Et peut-être ce moment-là, c'était même pas sur cette personne avec qui j'ai un conflit, c'était peut-être même dans une autre vie, c'était peu importe. Le je m'excuse, ça veut dire je m'excuse d'avoir été inconscient, ignorant. Mais on se flagelle pas là, hein. On s'excuse pas, c'est ça. Donc faut pas rajouter de la culpabilité. Mais vraiment, j'aime beaucoup Ho'oponopono. Oui, voilà. Merci Nathalie. Ça a été un vrai plaisir cette rencontre et avoir les commentaires dans le chat. Je crois très bien que ça a été fort apprécié.
Mais ce n'est pas terminé. Ah On a non? une prochaine rencontre dans quelques jours, dans une dizaine, 10, 12 jours, près de 2 semaines. Les secrets d'un ancrage rayonnant. On ira un peu plus loin dans le sujet. Mmh. Donc, c'est une invitation. Si vous étiez déjà inscrite à la rencontre, vous êtes automatiquement inscrite à la prochaine. Donc, nul besoin de vous inscrire à nouveau. Nous vous enverrons un message à cet effet. Mmh. Donc, Nathalie, je te laisse le mot de la fin là, pour clore cette très, très belle rencontre. Ben, je vous remercie, puis j'espère vous retrouver, dans 2 semaines, en direct ou en redifféré et puis, voilà. Donc, pensez toujours, c'est comme tout à l'heure, là où l'espace et le silence règnent, il y a le moi supérieur. C'est juste ça. Sachez-le, il est toujours là. Toujours, toujours, partout, dans chaque chose. Et le souffle est la porte pour y entrer. Le souffle dans le silence et l'espace, ok? Donc souffle, silence, espace, et là vous l'avez. Et c'est là, hein. Vous l'avez vu peut-être tout à l'heure. Donc restez connectés et sachez que vous êtes toujours connectés. Voilà, ben, je vous remercie beaucoup.